Imaginé par Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. En faisant du tri chez moi l'autre jour, je suis tombée sur des carnets de voyage griffonnés dans ma vingtaine. Entre les dessins, les photos, les citations inspirantes et les tickets de bus, j'ai constaté avec tristesse une chose que j'avais complètement occultée. Dans chacun de ces carnets, mes récits d'aventure sont ponctués de moments d'angoisse relatifs à la nourriture et à ce qu'elle pourrait causer à mon corps. Page après page, on trouve des listes de plats interdits, des exercices physiques à faire pour compenser telle assiette de frites, telle pizza ou tel dessert. On trouve aussi des objectifs de perte de poids et de longs textes dans lesquels je déverse mon désespoir de ne pas avoir le ventre plat, les cuisses fines et les épaules menues. Accumulées, les heures passées à penser à mon corps, à mon poids et à la bouffe se comptent par centaines. C'est un temps que je ne récupérerai jamais et que j'aurais pu utiliser pour créer des choses, rigoler, approfondir de belles amitiés ou profiter un peu plus de ces voyages. Alors j'ai voulu comprendre comment une femme de 25 ans qui avait beaucoup mieux à faire a pu à ce point se faire happer par ce vortex toxique et délétère des injonctions corporelles et alimentaires. Historiquement, comment cette relation que bien des femmes entretiennent avec l'alimentation s'est-elle construite et comment en sortir ? On en parle avec Lorraine Malka, autrice de Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Salut Lorraine. Salut Camille. Bienvenue dans Encore Heureux. Merci. Je dois préciser que je veux t'inviter depuis le premier épisode d'Encore Heureux, c'était il y a presque 2 ans maintenant, donc je suis vraiment contente qu'on ait finalement réussi à le faire. Toi, tu es journaliste, tu as travaillé sur plein de sujets, mais parmi tes intérêts récurrents, il y a l'alimentation et l'importance qu'on lui accorde en tant que société. Tu as notamment coécrit et co-réalisé un documentaire sur le sujet intitulé « La France au fourneau », diffusé sur Arte en 2020. Puis 3 ans plus tard, tu publies donc Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, publié d'abord aux éditions Les Pérégrines et puis ressorti en poche chez Point en 2025, ça ressort ces temps-ci. D'où te vient cet intérêt pour l'alimentation ? Je pense que c'est un prisme en fait par lequel on peut absolument tout étudier. Je trouve que c'est fascinant. D'ailleurs, voilà, tu as consacré ton premier épisode de Encore Heureux à ce sujet. Je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais fait la remarque que la revue Sorcière, qui était dans les années 70 en France, et fondée par Xavier Gauthier, je crois, le premier numéro était aussi consacré aux nourritures. J'ai l'impression que c'est un sujet en fait qui est un prisme assez singulier, assez précis, mais qui permet d'étudier énormément de choses. Quand j'étais ado, j'avais fait un mémoire, enfin une espèce d'exposé sur les personnes en Erasmus, en les étudiant à travers leur frigo et comment ils organisaient leur nourriture selon les différentes étagères du frigo, etc. Et voilà, que ce soit à l'échelle d'une colocation, d'un couple, d'une société, d'une civilisation, d'une époque, ou même d'un individu, ça dit énormément de choses en fait. Ouais, ce premier épisode d'Encore Heureux dont tu parles, qui s'appelle « Peut-on avoir un rapport apaisé à la nourriture ?» Effectivement, on l'avait enregistré avec Zina Mebkout et Daniel Batoula, psychiatre récurrent dans l'émission. Et effectivement, on en était vraiment très très contents et je pense que ça a posé le ton d'Encore Heureux qui est à la fois d'aborder plein de sujets du quotidien, mais avec toujours l'idée d'une émancipation derrière. Toi, donc dans ton enquête Mangeuse, c'est une double enquête en fait. C'est d'abord une enquête où tu as interrogé plein de femmes sur leur relation avec l'alimentation, puis tu t'es demandé comment est-ce qu'on pouvait expliquer ce qu'elles te disent historiquement. Mais en gros, qu'est-ce qu'elles t'ont dit ces femmes que tu as interrogées ? Oui, en fait, j'ai commencé par lancer un appel à témoignages que j'ai voulu assez large, c'est-à-dire que j'ai vraiment posé une question disons neutre, même si moi j'avais quand même mon hypothèse de départ, mon intuition de départ. Mais ma question, c'était quel est votre rapport à la nourriture d'un point de vue vraiment convivial, joyeux, gourmand ou plus tourmenté ? J'avais vraiment mis cette possibilité d'évoquer les tourments, mais parmi tant d'autres. Et donc j'ai eu énormément de réactions déjà. Les personnes adorent parler de nourriture, je pense. Et beaucoup de femmes de différents âges, de différents milieux sociaux qui m'ont répondu et qui m'ont parlé en fait en
en commençant très souvent par me dire « je n'ai pas de problème avec l'alimentation, je vous préviens ». Comme s'il y avait tout de suite une patte blanche à montrer « je vous préviens, moi je fais pas de régime, je me fous la paix, j'ai pas de problème, j'en ai eu, j'en ai plus, etc. » Et je trouvais que c'était déjà assez étonnant de voir cette espèce de... Ce que moi j'ai assez rapidement considéré comme une sorte de petit déni de départ, puisque assez rapidement, au bout d'une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes selon les personnes, ou alors parfois au deuxième entretien, les personnes commençaient à me parler de ce qu'on appelle les anxiétés alimentaires. Donc vraiment ce qui commençait à devenir un petit peu des préoccupations dans leur rapport à l'alimentation, que ce soit d'ailleurs en rapport avec la forme corporelle, au fait de grossir, de maigrir, etc. Ou alors au fait de manger en public, du rapport aux mœurs, mais en tout cas vraiment des préoccupations. Et c'est là que j'ai voulu, ayant repéré vraiment une culpabilité très très fréquente des femmes dans leur rapport à l'alimentation, j'ai voulu mener une deuxième enquête, en effet, cette fois historique, pour chercher à comprendre d'où ça venait, à quand ça remontait. Et j'ai remonté jusqu'à l'Antiquité pour voir comment s'était fabriqué ce rapport de culpabilité à la nourriture chez les femmes. Oui, parce que dans les faits, il me semble que tu cites 20% des femmes à peu près qui présenteront dans leur vie un trouble de la conduite alimentaire. Oui, alors moi les chiffres, je suis assez prudente parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont très très sous-estimés. On est dans du déclaratif et comme je te dis, je l'ai bien repéré dans mon enquête, il y a une forme de déni, de tabou en fait dans ce rapport aux anxiétés alimentaires. Mais on dit que déjà selon l'INSERM, 80% des personnes boulimiques et 90% des personnes anorexiques sont des femmes. Et on dit aussi que ça c'est selon une étude Ipsos pour CARE qui a été menée en 2022 que au moins 44% des Françaises seraient sujettes au cours de leur vie à l'anxiété alimentaire. Et quand on parle des 16-24 ans, ce chiffre passe à 61%. Donc c'est déjà beaucoup, mais je pense que c'est très très sous-estimé. Oui, parce que dans les faits, moi je pense qu'à l'époque où j'écrivais sur mes carnets de voyage, si on m'avait demandé est-ce que vous avez de l'anxiété alimentaire, j'aurais sans doute été dans le déni et j'aurais sans doute dit non. Donc effectivement, on peut peut-être imaginer qu'il y a un peu plus de personnes concernées que ce que les chiffres veulent bien dire. Exactement. Alors... dans ce livre, tu nous proposes un voyage dans le temps avec l'objectif de comprendre d'où viennent ces injonctions. Et on va le voir, elles viennent de très très loin. Et donc l'une des choses que tu montres, c'est que très tôt dans l'histoire, les femmes sont vues comme plus gourmandes que les autres. Elle vient d'où cette idée ? Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle en anthropologie un invariant. C'est impressionnant, selon les siècles, ça ne change pas. Il y a une peur qu'on repère en fait dans les mythes anciens et qu'on repère à travers toute l'histoire de la littérature, de la mythologie, mais ce que Roland Barthes appelle la mythologie, c'est-à-dire vraiment au sens large dans les représentations, dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art pictural, dans les publicités, cette peur des femmes qui mangent. Et cette peur des femmes qui s'exprime très souvent par le fait qu'elles risquent de manger les hommes. On peut interpréter ça comme une peur qui s'exprime par les mythes, une peur des hommes d'être mangés par les femmes. Donc, notamment dans la mythologie grecque, c'est le mythe de Pandore, qui est la première femme humaine de la mythologie grecque et qui est décrite par Hésiode comme en fait, elle a un corps absolument divin, extraordinairement beau, mais à l'intérieur de ce corps parfait, elle cache un ventre de chienne. Hésiode dit une gastère. Et donc, Hésiode à nouveau dit « Attention, faites attention les hommes à vos provisions, elles risquent de vider vos provisions, sous-entendu vos provisions alimentaires, mais aussi vos provisions sexuelles. » Il y a vraiment cette idée que les femmes risquent d'avoir cet appétit insatiable pour les provisions alimentaires des hommes et pour leur miel, pour leur miel sexuel. Dans les mythologies, dans les mythes amérindiens qui ont été étudiés par Lévi-Strauss, lui repère une figure récurrente qui s'appelle la jeune fille folle de miel, qui est aussi celle qui a qui est une prédatrice, une jeune fille très 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 belle, très très excitante et qui risque avec cet aspect très dangereux, elle aussi d'être très très attirée par le miel alimentaire et sexuel des hommes. Et elle risque d'absorber les hommes par le bas ou par le haut. Il y a l'idée de la vagina dentata aussi, le vagin denté.
donc d'ingérer les hommes par le vagin. Donc ce sont des peurs vraiment qui sont extrêmement présentes dans les mythes anciens. Moi, j'ai repéré, après avoir écrit Mangeuse, à l'occasion d'une enquête que j'ai menée dans Tempura, qui est une revue spécialisée dans la littérature japonaise, dans la culture japonaise, j'ai repéré une figure de la mythologie japonaise qui s'appelle Yamamba, qui est complètement un équivalent de Pandore, qui est une femme, donc c'est une femme extraordinairement belle là aussi, qui ne parle pas, elle garde la bouche fermée et elle ne mange pas. Ça fait partie de ses deux qualités, puisque l'homme rêve de rencontrer une femme qui ne parle pas et qui ne mange pas. Et en fait, l'homme se rend compte que quand il a le dos tourné et qu'il est couché et qu'il dort, la femme cache derrière ses longs cheveux une bouche qui profère des insultes toute la nuit et qui dévore toutes les provisions alimentaires. Donc là aussi, c'est vraiment toujours cette même image de femme très dangereuse par son appétit insatiable. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu parles de mythologie dans les mythes que les gens connaissent peut-être un peu plus, en tout cas en Occident, dans l'Odyssée d'Homère. Il y a la magicienne Circé qui organise des grands banquets, mais en fait, c'est pour empoisonner les hommes. Tu parles d'ailleurs de ce risque récurrent des femmes à la cuisine qui risqueraient d'empoisonner les hommes. Il me semble, il y a Charybde et Scylla aussi, toujours dans l'Odyssée d'Homère, qui va dévorer des hommes. Tu parles aussi des sirènes, donc cette espèce de peur originelle, elle est très présente. Et dans ton livre, tu cites aussi plein d'œuvres culturelles plus récentes, qui est notamment destiné aux enfants, qui convoque à nouveau ce lien entre féminin et gourmandise, vu comme un défaut. Et notamment Les Malheurs de Sophie, moi ça m'a fait marrer parce que c'est un livre qu'on lisait beaucoup quand j'étais petite, où Sophie, donc c'est une petite fille qui est montrée très indisciplinée, et l'une de ses façons d'être indisciplinée, c'est le fait qu'elle est très très gourmande, qu'elle n'arrive jamais à résister à la nourriture. Et ce que tu montres dans ton livre, c'est vraiment qu'en fait les femmes sont beaucoup plus décrites comme gourmandes, en tout cas sous l'angle d'un défaut, et tu explique aussi que c'est vu en fait comme le signe de moins de contrôle et de moins de rationalité, peut-être aussi de moins de moralité. Ouais, c'est vraiment la femme ou la petite fille pulsionnelle qui est absolument incapable de gouverner ses pulsions. Et effectivement, moi aussi, comme toi, j'ai grandi, on m'a lu Les Malheurs de Sophie quand j'étais petite. J'adorais ces histoires, mais en fait, en les relisant là, je me suis rendu compte, parce que je pense qu'on a toutes grandi peut-être, enfin, dans notre génération en tout cas, avec des mères qui ont grandi dans ces histoires-là de la comtesse de Ségur, parce que ça date quand même de 1858, Les Malheurs de Sophie. Et effectivement, il y a cette idée, la comtesse de Ségur le dit elle-même, d'ailleurs en introduction du livre, dans la préface de toutes ces histoires, elle dit que la petite Sophie est née gourmande et qu'elle est devenue sobre. C'est vraiment le parcours d'une forme d'idéal féminin dans l'idée de la comtesse de Ségur, de petite fille parfaite, disons, qui doit apprendre à devenir sobre, c'est-à-dire à contrôler ses pulsions. Mais en fait, contrôler ses pulsions, pour les petites filles dans les représentations littéraires, ça passe toujours par une frustration et par la punition. Et c'est vraiment le cas dans La Comtesse de Ségur, mais aussi dans d'autres histoires. Simone de Beauvoir raconte, elle, que sa gouvernante, qui s'appelait Louise, lui a lu une histoire qui était assez en vogue à l'époque, qui s'appelait Les petites gourmandises de Charlotte, et de Jeanne Samary, je crois. Ah oui, c'est une histoire horrible. C'est une histoire horrible d'une petite fille mais c'est un peu le même genre que Les Malheurs de Sophie. C'est vraiment des punitions, en fait. Donc, la petite Charlotte se réveille un matin à côté d'un œuf en sucre aussi grand qu'elle. Donc, c'est vraiment le paradis. Évidemment, elle se jette dessus, elle se met à le lécher et elle adore ça, elle trouve ça délicieux. Et en fait, elle se fait punir par ses parents. Enfin, elle se fait punir même par une forme de divinité, d'instance supérieure, puisqu'elle devient minuscule. C'est un peu ça ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles. Elle devient d'un coup toute petite, minuscule, et son père lui dit « Bien fait, tu vas devenir aussi minuscule qu'un rat parce que tu as été gourmande. » Et toute l'histoire consiste à savoir comment la petite Charlotte va accepter d'aller chez le médecin pour apprendre à ne plus manger de sucre et pour redevenir la petite fille espérée par ses parents, qui ne va pas être torturée et qui ne va pas vivre avec des rats dans les poubelles, quoi. Ça veut dire que concrètement, les femmes
on grandit avec toutes ces histoires, tous ces mythes, tous ces contes pour enfants qu'on a pu lire ou pas lire, mais qui forcément ont eu un effet sur plein d'autres œuvres culturelles, et que donc, petite fille, on arrive et on se prend déjà toutes ces injonctions, et notamment cette injonction à se réguler, à réguler notre alimentation. Par la frustration. Par la frustration. C'est vraiment cette idée-là. Une sociologue m'a dit très justement, et en fait, là, je parle de littérature assez ancienne du 19e siècle, mais c'est aussi très présent. J'en ai repéré dans des albums pour enfants des années 2000-2010. Et l'idée, c'est toujours que la petite fille a une nature gourmande. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle met la main dans le pot de confiture. Naturellement, elle est absolument incapable de s'auto-réguler. Et il va falloir une main pour lui taper la main et l'empêcher de mettre la main dans le pot de confiture par la frustration ou par la punition. Ce qui n'est pas le cas souvent des garçons qui sont un peu encouragés à une forme d'hédonisme, à la découverte de saveurs plus complexes, etc. Oui, et tu montres que toute l'histoire est ponctuée de tentatives de régulation de l'appétit féminin. Notamment, tu cites des traités qui ont été édités notamment par l'Église au Moyen-Âge avec ces tentatives de réguler l'appétit des femmes. Oui, alors ça, j'ai vraiment... en fait, je me suis posé la question de savoir comment, dans l'histoire théologique, on jugeait l'acte d'Ève, qui est donc d'avoir croqué la pomme en premier et de l'avoir tendue à Adam. Et effectivement, il y a tout un débat entre théologiens, jusqu'à Thomas d'Aquin qui tranche un peu le débat, mais énormément de théologiens avant lui disent c'est Ève qui est perfide, comme toutes les femmes derrière elle, enfin comme toutes les femmes qui lui succèdent. La femme est une nature maléfique, elle ne peut pas s'empêcher de croquer la pomme et de la tendre au pauvre Adam qui, lui, est évidemment dénué de tout vice. Et cette idée-là, en fait, Thomas d'Aquin essaye de l'atténuer un petit peu à sa façon. Il y a certains commentateurs qui disent que Thomas d'Aquin était féministe parce qu'il essaye de réhabiliter la femme dans la création de Dieu en disant... Dieu n'a pas pu faire une erreur en créant un être maléfique. Donc elle n'est pas maléfique, elle est simplement dénuée de raison. Donc ce n'est pas de sa faute si elle a commis le péché et si elle a mené l'humanité au désastre en croquant la pomme. C'est parce qu'elle est débile, en gros. Elle est incapable de se gouverner, elle a moins accès à la raison que les hommes, donc elle est moins capable de réguler ses pulsions. Et c'est vraiment cette idée-là qui va en fait traverser les siècles sans jamais être remise en cause, et notamment à travers effectivement des traités qui écrivent noir sur blanc, donc des prêtres. Au départ, c'est vraiment des hommes d'église qui diffusent ces idées dans les familles, chez leurs paroissiens et leurs paroissiennes, et qui disent qu'il faut surveiller les femmes à la fois dans leur façon de s'alimenter et dans leur façon de faire la cuisine, parce que leur but, c'est à la fois d'échauffer les sens des hommes et éventuellement de les tuer. Donc il y a vraiment l'idée de vocations meurtrières qui peuvent se nicher dans leur façon de cuisiner. Et donc il faut surveiller les femmes. Ça, c'est vraiment extrêmement présent dans les livres religieux, un peu les best-sellers, qui sont les best-sellers à l'époque au Moyen-Âge. C'est les livres qui sont très très souvent recopiés. Et ces livres-là disent très clairement qu'il faut surveiller les femmes dans leur alimentation. Et ensuite, ça vient aussi dans le discours plus laïque. Dès le XVe siècle, on commence à avoir des livres de bonnes filles à marier qui expliquent qu'il faut surveiller vraiment sa façon de s'alimenter, et qu'il faut surveiller les femmes dans leur façon de s'alimenter et de cuisiner. Et en te lisant, c'est très clair aussi ce parallèle entre l'appétit des femmes et l'appétit sexuel. Enfin, l'appétit alimentaire, on pourrait dire, et l'appétit sexuel. Et tu montres que ça, c'est vraiment un poncif qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Tu cites notamment l'exemple de la publicité. Même aujourd'hui, on voit des femmes hyper sexualisées manger des cerises ou je ne sais quoi. Pour préparer cet épisode, j'ai regardé le clip de Alizée Gourmandise et j'ai été vraiment choquée. Moi, j'adorais ce morceau et en fait, le clip est absolument terrible. C'est une jeune fille adolescente qui mange des gâteaux, des cerises, des bonbons. Elle est avec d'autres femmes qui sont hyper sexualisées. Il y a vraiment quelque chose d'un peu sordide en fait, et même dans les paroles d'Alizée où elle dit « Les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises » d'une façon très très sexualisée. Ce lien
lien entre appétit sexuel et appétit tout court, est-ce que c'est aussi ça qui fait que, cette image-là, est-ce que c'est ça qui fait qu'on veut contrôler l'appétit des femmes pour pas qu'elles soient trop sexuelles, en fait? Ah oui, ça en fait complètement partie. Et effectivement, là aussi, c'est incroyable de voir à quel point c'est un invariant qui traverse les siècles sans jamais être mis en cause. Et encore jusqu'à aujourd'hui, notamment, on pense aux publicités, évidemment, les pubs de cônes de glace avec les femmes qui ont l'air d'avoir un orgasme en léchant leur glace. Mais moi, je pense aussi à des femmes que j'ai interrogées, des chroniqueuses food que j'ai interrogées pour mon livre et qui me disent c'est très délicat quand on est face caméra et qu'on doit récupérer juste un peu de crème qui est en train de couler, de ne pas utiliser ce vocabulaire malgré soi, ce vocabulaire, cette connotation sexuelle malgré soi, qui fait partie vraiment qui est complètement associée aux femmes, qui est absolument... Moi, j'aime pas trop comparer les genres parce que j'ai vraiment enquêté sur les femmes et pas sur les hommes. Mais là-dessus, on peut très clairement établir une distinction très claire dans le sens où les hommes ne sont pas sujets à cette connotation sexuelle au moment où ils mangent. Et ça remonte notamment au péché, toujours au moment où on a commencé à établir la liste des péchés capitaux qui, au départ, était la liste des mauvaises pensées. C'est les pères du désert qui ont établi la liste des mauvaises pensées. La première étant la gourmandise. Et juste après vient la luxure. Et donc, quand on dit que le premier péché, c'est la gourmandise, c'est à la fois le moins grave de tous, mais c'est aussi celui qui mène à tous les autres, celui qui mène à dévaler la pente des mauvaises pensées ou des péchés, et en commençant par la luxure. Et à l'époque, toujours à peu près au Moyen-Âge, les personnes qui définissaient justement les péchés capitaux et les mauvaises pensées ont remarqué justement la proximité organique en fait entre le ventre et les parties génitales. Donc il y avait cette idée de proximité toujours très forte entre le péché de gourmandise et le péché de luxure qui en fait... là où les femmes sont traitées différemment là-dessus, c'est dans le sens où elles sont aussi associées à la gourmandise. Elles sont aussi objets de gourmandise, puisqu'elles doivent être appétissantes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent aussi. Elles sont toujours représentées, entourées de nourriture, ou alors comme des métaphores pour des nourritures, avec les seins qui ressemblent à 2 pommes. Enfin, ça aussi, c'est un motif romanesque et pictural infini. Oui, les femmes ne sont pas sujets de plaisir, sujets à ressentir du plaisir, elles sont objets de plaisir. Absolument. Ce que j'ai trouvé super libérateur dans ton livre, c'est de se dire que moi, quand je suis en public, ça m'est arrivé jusqu'à 2-3 semaines, je mangeais genre une banane en public, et en fait, c'était horrible et c'était sujet à une petite forme d'anxiété, alors même que je suis une femme adulte, féministe, j'estime assez émancipée. Et pourtant, j'avais cette angoisse-là de manger une banane en public qui, en fait, vient de centaines et des centaines d'années de représentation des femmes qui mangent, et a fortiori quand il y a une forme phallique à l'aliment qu'elles mangent, un sandwich, une banane, un churros, une sucette, et ça vient nous mettre comme ça une injonction supplémentaire ou un stress supplémentaire qu'on mange pas en public comme ça, parce que déjà, on est souvent très sexualisé quand on le fait, mais aussi parce que quand on n'est pas sexualisé, ça c'est une de tes réflexions aussi, on est jugé parce qu'on mange trop. On est jugé parce qu'on on a peur de manger salement, on a peur de manger trop devant des gens. Enfin, ça aussi, c'est source de stress. Ouais, mais je te remercie de confier ça, parce que c'est vrai qu'on a du mal même à s'en rendre compte tellement on banalise cette peur de manger en public. C'est une peur ordinaire chez les femmes et très très fréquente qu'on a du mal à identifier. Moi, très souvent, quand je menais mes entretiens, c'était une confidence qui venait vraiment tardivement en fait, parce que mes entretiens étaient très longs, vu que ce genre de prise de conscience met énormément de temps à émerger et à venir à la conscience. Et effectivement, ce que tu confies là, c'est quelque chose qui amène à des comportements que tu décris notamment dans ton épisode de podcast, je m'en rappelle. Et moi, c'est une confidence que j'ai souvent recueillie de femmes qui décident de manger avant d'aller à leur date, parce qu'elles risqueraient, elles ne veulent pas manger devant la personne qu'elles veulent séduire, et surtout pas, elles ne veulent pas manger avec appétit, elles veulent manger... Picorer, quoi. Voilà, picorer, comme c'est attendu pour les femmes. Et je pense que c'est très important de s'en rendre compte, parce que moi, dans mon livre, je parle de la minceur, du rapport à la minceur, assez tardivement dans le livre.
parce que je tenais à montrer qu'il y avait énormément d'autres leviers qui empêchaient historiquement les femmes de manger, et notamment ce que tu es en train de décrire là, les mœurs en fait, le fait de pouvoir manger en public, ce qui pour les femmes était complètement impossible pendant très 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 longtemps, et je pense qu'on a gardé une sorte de mémoire ancestrale de ça. Il y a une époque au XIIe siècle où on parlait des péchés de langue, et c'était à la fois le péché on parlait vraiment du 8e péché capital, qui était à la fois le fait de parler, le fait de sourire avec les dents et le fait de manger en public. Ouais. Mais tu cites tout au long de ton livre des femmes qui se cachent en cuisine pour manger. Ça m'a rappelé ma grand-mère, moi, qui avait un appétit assez important et qui du coup mangeait une première fois à table un petit peu délicatement, puis qu'on surprenait à remanger en cuisine. Enfin, c'était absurde, mais évidemment que ça a eu aussi de l'influence, je pense, sur nous, ces petits-enfants, dans notre façon de manger. Et puis de toute façon, tu cites le fait que à plein de moments de l'histoire, les femmes ne sont pas les bienvenues à table. Et dans l'Antiquité et au XIXe siècle, où en gros, les courtisanes, les demi-mondaines peuvent fréquenter les restaurants, et encore pas forcément pour y manger, mais plutôt pour y être belle et être objet de plaisir, encore une fois, mais que les épouses, elles doivent rester à la maison, ou éventuellement, et ça c'est un exemple qui m'a fait halluciner, elles restent dans les voitures garées devant les restaurants pour manger dans les voitures pendant que leur mari mange au resto. Oui, ça c'est vraiment l'époque des premiers restaurants, que ce soit à Paris ou même à Londres, ou alors à Londres où carrément les restos sont interdits, les femmes n'ont pas le droit d'aller, il y a une loi, les femmes n'ont pas le droit d'aller au resto, et à Paris, en France, il y a eu la proposition de cette loi, et finalement, on a décidé de ne pas la mettre en place puisque les femmes respectaient d'elles-mêmes très bien cette politesse, cette bienséance de ne pas se rendre au restaurant, sauf si c'était des femmes de petite vertu, comme tu disais, des courtisanes qui venaient au moment du dessert pour distraire un petit peu les hommes au moment où ils se déboutonnaient le pantalon, quoi, où ils avaient bien mangé. Ce qui est complètement le cas. Enfin, on le voit dans les romans de Zola, dans les Rougon-Macquart. Il y a énormément de scènes comme ça, de gueuletons virils, où les courtisanes rejoignent la table à la fin du repas. Oui, tu cites aussi chez Zola, chez Flaubert et aussi chez Byron, où les femmes qui mangent sont décrites comme dégoûtantes. Chez Byron, notamment, il y a un endroit où il décrit qu'il voudrait littéralement poignarder avec sa fourchette une femme qui mangerait un os de poulet devant lui. C'est dire la violence qui est parfois celle des hommes lorsqu'il s'agit des femmes qui mangent. Ah ouais, c'est impressionnant, ces passages littéraires. Moi, ils m'ont fascinée, surtout que, en fait, mis en comparaison avec le nombre de passages littéraires du Marquis de Sade, en fait, il y a énormément de passages très, très érotisants de femmes comparées à des petits fruits délicats, à des petites sucreries, etc. Et à la fois la violence chez Flaubert, chez Zola, comme tu dis, et chez Byron. Alors là, le passage est carrément atroce. La violence contre les femmes qui mangent. En fait, moi, je trouve que dans la littérature, il y a quelque chose qui émerge de l'inconscient des hommes comme des femmes, d'ailleurs, parce que c'est vraiment... J'ai aussi recueilli la parole des femmes dans leur façon de manger en allant chercher les écrits d'écrivaines. Donc, on voit vraiment émerger des choses très fortes. Ouais. Ouais. Non, mais c'est dire, encore une fois, comme manger à table aujourd'hui pour une femme, c'est encore une fois des centaines et des centaines d'années de pression qui expliquent sans doute partiellement les troubles de la conduite alimentaire dont on parlait au début de cet épisode. Tu montres aussi que les femmes sont régulièrement délégitimées dans leur capacité à produire de la grande cuisine. Avant, il y a plusieurs centaines d'années, mais en fait encore aujourd'hui maintenant. Enfin, moi, je regarde Top Chef de temps en temps. Top Chef, c'est toujours une majorité d'hommes blancs et puis une femme de temps en temps, éventuellement une personne racisée, et encore c'est assez rare. Comment on en est encore là, en fait ? Ce que repère Estérelle Payani, qui est une journaliste gastronomique qui est en train d'écrire une thèse sur l'invisibilisation des femmes chefs dans les médias et dans la société, c'est que ça fait très très longtemps qu'on n'arrête pas de dire « elles arrivent » en parlant des femmes chefs. Ça y est, elles arrivent. Et en fait, c'est vraiment le mythe de Sisyphe. On a l'impression que ça n'arrive jamais vraiment, en fait. Et comment on en est encore là ? Moi, j'ai l'impression que on a tendance à, pas seulement à invisibiliser les femmes des milieux professionnels culinaires, mais aussi toute l'histoire qui consiste à les effacer. Et en considérant que c'est une histoire très récente et que
enfin, elles arrivent. Et on a tendance à vraiment essayer d'effacer l'histoire à mesure qu'elle s'écrit. Oui, parce qu'elles sont là depuis toujours. Exactement. Elles sont là depuis toujours et elles sont effacées. Mais c'est drôle parce que on connaît, sans doute pour beaucoup aujourd'hui, le travail qui a été fait, notamment via l'Académie française, pour masculiniser un certain nombre de noms de métiers. Et toi, tu cites le travail qui a été fait pour masculiniser l'univers de la cuisine, et notamment, mais ça m'a fait mourir de rire, le fait d'utiliser le vocabulaire de l'armée pour l'appliquer au monde de la cuisine. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir que à toutes les époques où on a essayé de créer une gastronomie, parce qu'il y en a eu plusieurs des époques, donc il y a le moment où vraiment on a appelé ça la gastronomie au 19e siècle, mais avant ça, même dans l'Antiquité, il y a eu la création de la gastrologie avec des écoles vraiment qui consistaient exactement de la même manière à apprendre non seulement à cuisiner, à manger, à parler de la nourriture, à sourcer les produits, à ordonner un repas, en fait tout ce qui consiste vraiment dans cette gastronomie, dans cette rhétorique de la gastronomie. Et à toutes ces époques, il y a eu ce que Bourdieu appelle un effort de distinction très clair entre les personnes qui savent manger, qui savent cuisiner, qui savent parler de la nourriture, et celles, puisque c'est toujours des femmes et des personnes plus pauvres, qui ne savent pas le faire. Et donc cet effort de distinction, il passe notamment par, effectivement, comme tu dis, la création d'un vocabulaire, et donc tout le vocabulaire brigadier, le vocabulaire militaire, oui chef, la brigade, en fait vraiment tout ce qui consiste à militariser le milieu de la cuisine fait partie, contribue à cet effort de distinction. Je voudrais qu'on se demande quelles conséquences, du coup, a aujourd'hui cette longue histoire de la régulation alimentaire chez les femmes. On en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore heureux, on essaie de comprendre avec la journaliste Lorraine Malka d'où vient cette relation souvent toxique entre les femmes et la nourriture. Cette propension à réguler l'appétit des femmes qu'on a évoquée dans la première partie de cet épisode, elle n'a jamais vraiment disparu. Tu montres que dès les premières tétées, on laisse les bébés garçons manger plus longtemps que les bébés filles. Tu cites aussi la sociologue Anne Dupuis qui affirme que les femmes sont poussées à la modération alimentaire dès l'âge de 3 ans. Tu montres que les mères aussi peuvent jouer un rôle de régulatrice assez important en apprenant à leurs filles à contrôler leur alimentation, leur premier régime, etc. Tu cites à un moment la remarque géniale d'une jeune fille qui s'appelle Joy, que tu interviews dans ton livre, qui prend la parole à plusieurs reprises, qui observe que pendant le confinement, finalement, l'inquiétude des femmes, elle était davantage de grossir plutôt que d'attraper le Covid. C'est dire à quel point, cette remarque, elle est pas sourcée, mais je veux dire, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes, notamment sur les réseaux sociaux, s'inquiéter de ça, et du coup des injonctions à faire du sport, machin, pour surtout pas grossir, enfin voilà. Pour toi, quelles peuvent être les conséquences de tout ça aujourd'hui sur la santé mentale et physique ? Oui, alors, je reviens à ce que tu disais sur les premières tétées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été repéré par Françoise Héritier à la fin de sa vie. Elle dit ça dans un colloque, qu'elle repère que dans de nombreuses civilisations, les femmes ont tendance à accorder plus de temps aux garçons qu'aux filles dans les premières tétées. Et elle a cette phrase que je trouve saisissante, elle dit « c'est la création dès la naissance de 2 races d'êtres humains, celle des hommes à qui l'on dit « vos pulsions seront souveraines » et celle des femmes à qui l'on dit « la frustration sera votre lot ». Et je trouve que là, vraiment, Françoise Héritier dit tout et elle part vraiment de ce qu'elle a observé et qui a ensuite été renforcé par des études, notamment, tu citais cette sociologue Anne Dupuis qui a étudié les plaisirs alimentaires dans les entourages nourriciers et qui se rend compte effectivement que les petites filles sont là aussi, comme je le disais tout à l'heure, à la fois poussées à la gourmandise qui serait censée être leur nature profonde, mais frustrées dans ce rapport-là, alors que les petits garçons, en fait vraiment très très jeunes, sont poussés à la découverte de saveurs, de variétés des saveurs, de saveurs complexes, le café, la moutarde, c'est des choses assez rapidement pour devenir un homme, il faut apprendre à apprécier ces saveurs-là, pour devenir une femme, il faut apprendre à se frustrer. Donc il y a vraiment cette idée-là et effectivement c'est présent dès l'âge de 3 ans, c'est ce qui est repéré par cette sociologue. Et alors, quelles sont les conséquences ? Évidemment, pour moi, c'était mon hypothèse de départ, c'est de dire que les troubles des conduites alimentaires qui, à mon sens, touchent
énormément de femmes, je pense, touche un spectre très, 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 très large de femmes. Et je pense qu'on est en dessous des radars quand on ne tient compte que des critères très objectifs de prise en charge, de diagnostic des TCA. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un lien avec toute cette histoire. Chers auditeurs, si vous rencontrez des difficultés en lien avec votre alimentation, ne restez vraiment pas seuls. Je vais vous proposer 2 ressources. Vous pouvez appeler la ligne téléphonique Anorexie Boulimie Info Écoute au 09 69 325 900 et consulter le site stoptca.fr qui peut vous accompagner sur ce sujet. Aujourd'hui, les femmes, elles subissent, on le sait, des injonctions très fortes en lien avec la minceur, avec la forme de leur corps. Et très souvent, on entend que, en fait, ça serait une production du XXe siècle. Que finalement, avant, on entend, des peintres ont montré des femmes grosses, valorisé des femmes grosses. Tu cites notamment Rubens, un peintre du XVIe, XVIIe, qui, effectivement, peignait des femmes grosses. Et puis, en fait, tu montres que cet âge d'or du corps gros, c'est un peu un mythe. Oui, en fait, moi, je pense je l'ai vraiment retracé dans mon livre. L'histoire de la minceur, la norme de la minceur, elle remonte à l'Antiquité. Elle est vraiment extrêmement ancienne. Quand je menais mon enquête et que je parlais, justement, en fait, quand je disais aux gens que j'étais en train d'étudier le rapport des femmes à la nourriture, comme une poupée parlante, ce qui venait immédiatement, c'était Rubens. Ah oui, mais tu sais, selon les époques, il y a des époques où être grosse, c'était à la mode. Sous-entendu, on foutait la paix aux femmes. Alors en fait, moi j'ai repéré qu'on n'a absolument jamais foutu la paix aux femmes, puisqu'effectivement, il y a toujours eu cette nécessité, pour les hommes comme pour les femmes, d'être minces. C'est une norme sociale, c'est une forme de façon de prouver sa sobriété, sa capacité de réguler sa gourmandise. Donc pour les hommes comme pour les femmes, il y a cette norme. Pour les femmes, il y a une norme supplémentaire qui consiste à être mince partout dans le corps, mais grosse juste sur certains endroits, les parties qui sont érotisées. Et Simone de Beauvoir dit que c'est une façon de signaler sa disponibilité sexuelle et procréative. Donc être grosse au sein et aux hanches, les fameuses rondeurs molles qui permettent à la fois de s'asseoir et d'être bien domestiquée, à la fois d'être tripotable et à la fois d'accueillir l'enfant grâce à ses hanches larges. Et en fait, dans certaines civilisations, effectivement, il était bienvenu, que ce soit une question d'époque ou de lieu, d'avoir ces rondeurs très, très affirmées. Mais il y a des civilisations où on gave justement les femmes au moment de les marier pour les rendre épousables. Donc on les gave de lait, on leur fait manger des choses. Et en même temps, on les masse dans certaines parties du corps pour qu'elles gardent leur taille fine, leurs bras fins. Donc en fait, c'est toujours une torture, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque. Et effectivement, Rubens, c'est très drôle qu'on le cite parce que c'est une sorte de contre-exemple, parce qu'effectivement, il dessinait des corpulences qui ne correspondaient pas à cette norme d'être grosse à certains endroits du corps. En revanche, il a écrit un livre dans lequel il explique très clairement quelles sont les normes de la beauté féminine. Et alors là, je peux vous dire qu'il est extrêmement rigide quant à la possibilité d'avoir... il faut avoir des fesses bien charnues, mais qui pointent vers le haut, des seins qui pointent vers le haut aussi, et tout très ferme et très mince. Oui, donc, c'est ça. Donc en fait, il aimait peindre des corps gros parce que peut-être ça l'amusait, mais c'était pas pour ça qu'il valorisait ça forcément. C'est ce que disent aujourd'hui la plupart des historiens et historiennes, c'est que il aimait esthétiquement peindre les corps gros. C'était quelque chose qui était intéressant pour lui au niveau plastique, mais il avait cette norme de la minceur bien installée et qui répondait autour de lui de façon très très affirmée et dogmatique. Oui, en fait, ton enquête historique, elle est intéressante aussi parce que tu démontres que on a toujours été grossophobe, en gros, que la grossophobie n'est pas du tout une création du XXe siècle et que on sait qu'aujourd'hui, l'une des manifestations de la grossophobie, c'est d'associer le gras, les personnes grosses à de la bêtise et à de l'immoralité. Tu montres que c'était déjà le cas dans l'Antiquité, tu montres aussi que c'était le cas plus tard. Tu cites Montaigne, par exemple, dans ses essais, qui se vante de sauter des repas, ce qui serait une preuve d'intelligence. Donc je trouve ça vraiment important de se rappeler qu'à nouveau, on hérite de centaines et de centaines d'années de grossophobie.
Tu notes aussi que quand même dans les années 20 et 30, les femmes deviennent plus minces globalement et que de prime abord, c'est un signe d'émancipation. C'est la preuve qu'il y a une forme d'émancipation et puis finalement, la minceur redevient un signe d'aliénation. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment En fait, c'est plus qu'un signe d'émancipation, c'est une revendication féministe. C'est l'une des premières revendications féministes, c'est celle d'aller travailler et pour aller travailler, se débarrasser de son corset, de tout ce qui encombre la silhouette, des jupons, de tout ce qui fait que les femmes sont associées dans leur façon de s'habiller et même dans leur corporéité à cette domesticité. Et donc le fait de mincir et ce que c'est Georges Vigarello qui est historien des silhouettes qui dit c'est une façon de faire concurrence aux hommes dans l'esthétique de la mobilité. Et donc elles deviennent parfois androgynes. Il y a vraiment cette mode de la garçonne. Hein. L'idée étant de développer un nouvel idéal corporel féminin qui est sans rondeur molle et sans signe apparent comme ce que j'appelle la tripotabilité dans mon livre, ou de signes extérieurs, comme le dit Simone de Beauvoir, de procréation ou de disponibilité sexuelle. Et donc, c'est une revendication féminine qui donne lieu au premier backlash de l'histoire, ce que Suzanne Faludi appelle le backlash, qui est ce retournement de bâton, où en fait, qui consiste pour la société, pour le capitalisme, à faire regretter amèrement aux femmes ou à toute lutte sociale les avancées progressistes. Et là, notamment, à travers une espèce de manne financière gigantesque qui se développe autour de l'industrie de la minceur, du fitness, des régimes alimentaires. C'est toute la période des régimes Ducan, des régimes Montignac, Atkins, etc. En fait, dans tout l'Occident. Hein. Oui. Mais tu montres qu'en gros, entre les années 60 et 70, c'est un marché qui explose, avec l'invention de nouveaux problèmes, notamment la cellulite dans les années 70. Je crois que la première fois qu'on entend parler de cellulite, c'est dans Vogue, il me semble, en 73. Et une invention de tout un tas de nouvelles injonctions qui sont faites aux femmes. Et alors, ce qui est surprenant, je trouve, ces dernières années, c'est qu'on a quand même progressé avec toute cette vague du body positive, en gros, à partir des années 2010, 2015. Et là, depuis 2 ou 3 ans, il y a un retour à la maigreur. En tout cas, dans les défilés, on voit aussi, par exemple, les Kardashian retirent leur BBL. Donc, BBL, c'est Brazilian Butt Lift, donc ces opérations de grossissement des fessiers. Plusieurs des sœurs les ont enlevées. Il y a des stars comme Ariana Grande, Katy Perry, qui apparaissent très amaigries. Sur TikTok, on voit de plus en plus de conseils minceurs destinés aux jeunes femmes. Les gens s'arrachent aussi des médicaments très, très dangereux, comme l'Ozempic, qui est un antidiabétique détourné pour maigrir. Comment tu interprètes, toi, ce retour en arrière ? C'est un nouveau backlash, en fait ? Alors, moi, je ne vois pas vraiment de retour en arrière. J'ai l'impression que tout est concomitant en permanence. C'est-à-dire que la silhouette Kim Kardashian correspond à la silhouette que je décrivais tout à l'heure, qui est celle qui a toujours été en vogue. Hein. On n'a jamais cessé, même s'il y a eu un nouvel idéal féminin, un nouvel idéal corporel qui s'est ajouté au précédent, qui était celui d'une... Enfin, en fait, ce sont 2 injonctions intenables. Il y en a une des 2 qui consiste à avoir la forme corporelle en fameux sablier, hein, qui consiste à avoir une taille fine, un cou très fin, des épaules fines, mais des seins et des hanches larges. C'est intenable. Enfin, on sait très bien que on a tout essayé en pharmacie et tout ça pour faire maigrir les femmes dans certaines parties du corps, mais garder leur poitrine, etc. On n'y arrive pas. Enfin, je pense que on a toutes été victimes de ça. On a vraiment essayé dans nos régimes adolescentes, mais ça ne marche pas. Et il y a eu cette nouvelle possibilité d'avoir un corps entièrement mince, sans rondeur, etc., qui est cette revendication féministe au départ dans les années 30 et qui ensuite est devenue une injonction à la maigreur. Mais en fait, pour moi, toutes ces injonctions, elles sont concomitantes et elles sont perpétuelles. Et il n'y a jamais de moment, enfin la silhouette Kim Kardashian, c'était ça. Là, ce qu'on appelle beaucoup le retour au skinny talk, donc cette tendance à vouloir être extrêmement maigre, ça n'a jamais cessé non plus. Moi, je pense que voilà, c'est perpétuel en fait. Et toi qui observes ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi ? Qu'est-ce que concrètement on pourrait faire pour s'émanciper un petit peu de ça ?
Pour moi, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire dans le féminisme et que je trouve extrêmement encourageant, c'est cette intelligence collective à l'œuvre. C'est les combats anti-grossophobes que je trouve extrêmement documentés, qui permettent d'historiciser le phénomène, qui permettent de se rendre compte que ça n'est pas passager et ça n'est pas superficiel. C'est quelque chose de très, très ancien et qu'on documente et dont on mesure la gravité et l'ampleur dans les discriminations sociales, dans les discriminations médicales, professionnelles. Et je pense que quand on mesure cette ampleur-là et qu'on met à l'œuvre cette intelligence collective grâce au mouvement féministe, au mouvement inclusif et au progrès auquel ça mène, là, je pense qu'on peut faire des progrès. Parce que là, on met du sens dans notre rapport à la nourriture et à notre corps. En te lisant, je me suis fait la réflexion que finalement, le fait de juger ou dévaloriser les femmes qui mangent, qui sont gourmandes, qui se resservent, c'est un peu juger les femmes qui s'autorisent à bouffer la vie et à vouloir leur part du gâteau. Enfin, c'est un peu métaphorique, mais je me suis vraiment dit ça. En fait, je me suis dit, waouh, en fait, une femme qui bouffe, c'est une femme qui refuse de se limiter, c'est une femme qui refuse d'avoir une toute petite part du gâteau quelque part. Est-ce que pour toi, le fait de s'autoriser à manger librement, et je dirais même a fortiori en public, est-ce que ça peut être un geste subversif, une façon en fait de s'autoriser le même niveau d'abondance que les hommes? Oui, mais il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont influenceuses dans le monde de la nourriture et qui font ce qu'on appelle le retournement de stigmate, c'est-à-dire qu'elles sursexualisent leur comportement dans leur façon de manger face caméra. Elles surjouent justement le fait de, comme tu dis, de prendre sa place, quoi. Et je trouve que oui, il y a quelque chose de subversif, de provoquant, qui est le bienvenu en fait, qui fait réfléchir, qui secoue un tout petit peu toutes ces croyances si anciennes. Je trouve que dans les militantes anti-grossophobie de ces dernières années, il y en a beaucoup aussi qui se sont filmées en train de manger et de ne pas manger que des salades, quoi, en disant mais en fait si vous me jugez différemment dans ce que je mange vis-à-vis d'une femme mince, en fait c'est vous le problème et c'est vrai que voir des images de femmes qui mangent goulûment entre guillemets et a fortiori lorsqu'elles sont grosses, en fait il y a quelque chose à mon sens de très libérateur. Enfin ça fait du bien au point où moi je crois que l'une des choses qui m'a libérée, c'est aussi d'arrêter de suivre des comptes Instagram, par exemple, de femmes qui picorent, de femmes toutes minces qui me font sentir parfois nulle et je sais pas quoi. Enfin, je me disais aussi en t'écoutant, à un moment dans ton livre, tu cites la socio-anthropologue Prissy Touraille dans un bouquin qui s'appelle Hommes grands, femmes petites. Elle montre que les différences de taille entre hommes et femmes, elles sont finalement le produit de toutes ces inégalités d'accès à l'alimentation, notamment aux protéines animales, qui ont sans doute été renforcées par tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, d'une industrie, d'une culture qui de toute façon dévalorise les femmes qui mangent. Est-ce que pour toi, on peut imaginer un monde où ça s'équilibre ? Effectivement, Prissy Touraille, moi je trouve que cette thèse est incroyablement éclairante. En fait, elle montre elle soutient l'hypothèse dans son livre, dans sa thèse, qu'on aurait sous-estimé le rôle des inégalités d'accès aux protéines notamment, dans les morphologies actuelles telles qu'elles se dessinent, à savoir le fait que les femmes soient en moyenne plus petites que les hommes. Elle nourrit cette hypothèse-là, elle la documente, ça reste une hypothèse tout le long de sa thèse, mais ce qu'elle affirme à la fin, c'est que cette hypothèse-là n'est pas moins valable que toutes les autres qui ont été mises en avant jusqu'à présent. Et je trouve que ça, c'est un vrai retournement de la pensée, et qui, à mon sens, pour moi, c'est ça qui est émancipateur, c'est cette pensée. C'est le fait de donner du sens. Grimaud de La Reynière, qui est le fondateur de la gastronomie, il a libéré le rapport à l'alimentation des hommes uniquement, puisqu'il a exclu les femmes de cette possibilité de le faire. Il a libéré le rapport à la culpabilité de manger parce qu'il en avait marre de culpabiliser 3 fois par jour et d'être sous ce péché judéo-chrétien. Il l'a libéré par la pensée, par le savoir. Et je pense qu'à notre tour, grâce à ce mouvement féministe, parce que là, on est vraiment dans une période où on a la chance, comme tu disais, de pouvoir un petit peu se couper de tous les réseaux qui sont dans ce maintien des injonctions un peu à l'ancienne sur les femmes et de pouvoir se connecter à une politisation de la nourriture qui est extrêmement présente aussi. Enfin, il y a de quoi faire. Si on a envie de politiser le rapport à la nourriture, on a énormément de comptes à suivre. Et je pense que voilà, cette possibilité-là actuelle, elle nous permet à notre tour d'apporter un savoir
comme l'a fait Grimaud de la Reynière pour les hommes, à notre tour de le faire pour les femmes. On vous partagera, chers auditeurs, des ressources qui vous permettent peut-être d'aller un peu plus loin, de politiser justement ce rapport à la nourriture. Je suis contente que tu parles de politique parce que tu me tends la perche pour une remarque que je me suis faite aussi. C'est que tu cites par exemple Aristophane dans l'Antiquité, puis Molière, donc qui sont deux dramaturges de deux époques différentes, qui chacun ont ridiculisé les femmes qui se réunissent, et notamment en banquet, pour parler politique. Se réunir pour manger, c'est ce qui engendre des liens, des amitiés, mais c'est aussi ce qui permet l'organisation collective, en tout cas l'un des outils qui permet l'organisation collective et la création de pouvoir et d'orienter la politique d'un endroit, d'une ville, d'un pays, d'un village. Est-ce qu'il faut souhaiter aux femmes qu'elles s'organisent ensemble, qu'elles organisent ensemble de grands banquets ? Mais oui, je suis hyper contente que tu parles de ce passage-là du livre qui, pour moi, a été vraiment crucial. Le moment où je remarque que Platon a imaginé dans les lois, dans sa cité idéale, que les femmes puissent être autorisées, les Athéniennes n'avaient pas le droit de participer aux banquets publics, qui étaient quand même des lieux où on mangeait, mais aussi où on parlait politique, qui étaient des lieux très importants pour la politique athénienne. Les femmes étaient exclues de cela et Platon propose, idée folle, que les femmes soient acceptées dans ces banquets. Et alors là, vraiment, tout le monde lui rit au nez. Lui-même, d'ailleurs, dans son livre, il écrit ça. Et puis très vite, quelques lignes plus loin, il dit « Bon, vous allez trouver ça complètement fou ». Et effectivement, Aristote balaye ça d'un revers de main en disant « Il n'a jamais eu d'idée aussi saugrenue que ça, intégrer les femmes au banquet. Mais quelle idée complètement stupide. Ça va être fou si on se met à écouter les femmes qui veulent parler politique. Mais qu'est-ce qu'elles vont nous dire ? Elles vont transformer, et ça, c'est ce que dit Aristophane, dans son Assemblée des femmes, qui est donc une comédie, où il imagine que les femmes prennent la parole politique, prennent le pouvoir et décident de transformer les tribunaux en salle à manger et à parler de choses quotidiennes au lieu de parler de choses sérieuses. En l'occurrence, les choses quotidiennes dont elle parle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le care. Ce sont des questions de société, de biens communs qui sont aujourd'hui considérées comme essentielles et dont on se rend bien compte que politiquement, c'est elles qui nous permettent de faire des vraies propositions pour l'avenir. Alors, je jette dans l'univers cette envie de voir apparaître un peu partout de grandes tablées installées à même les rues, à même les places de femmes, en tout cas de féministes, de personnes sexisées qui s'organiseront politiquement, éventuellement pour faire tomber le patriarcat si possible. Le capitalisme, on verra. C'est une super bonne idée et je trouve que ça... Alors, je ne vais pas commencer à faire le fameux « elles arrivent », mais ça a de plus en plus lieu. Moi, je reçois de plus en plus d'informations, notamment venant de la part des femmes chefs qui sont là aussi des femmes très, très engagées, qui sont très politiques. Je pense à Manon Fleury, mais il y en a plusieurs qui sont à la fois à la tête de cuisine et à la fois à la tête d'associations qui permettent de politiser justement le rapport à l'alimentation, le rapport en cuisine, le rapport à la hiérarchie en cuisine, qui décide de réinventer vraiment la façon de cuisiner. Les maraîchères, les agricultrices, les productrices, les vigneronnes. Enfin, il y a en ce moment un mouvement gigantesque lié qui relie la politique et l'alimentation et qui permet justement un peu à des gourmettes de développer justement des banquets là en ville qui sont assez réjouissants. Merci beaucoup Lorraine Malka. Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès et qui sort ces temps-ci en poche chez Point. Chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram @encoreheureux-podcast et sur binge.audio. On vous partagera toutes les ressources nécessaires pour politiser de façon féministe votre lien avec l'alimentation. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.